Le récit s'amorce dans un foutoir apocalyptique avec Mercredi Adams, une instigatrice de cataclysme de 15 ans qui fait irruption dans son bahut en exhalant l'indéniable promesse de quelqu'un sur le point de déchaîner l'enfer. Elle tombe aussitôt sur son frangin guignard, Pugsley, calfeutré dans un casier, proie toute désignée de quelques tyrans décérébrés. Après avoir extirpé l'invertébré de gamin, elle réclame l'identité de ses bourreaux, mais la lavette est bien trop tétanisée pour articuler le moindre son. Comme par enchantement, une satanée fulgurance psychique lui foudroie la conscience, identifiant les primates précis de l'équipe de natation qui ont eu l'audace de s'attaquer à sa lignée. Elle dégote alors 2 sacs de piranha et proclame le foutu serment de souveraineté fraternelle le plus implacable qui soit. La seule personne qui a le droit de torturer mon frère, c'est moi. Sans l'ombre d'une hésitation, elle déverse sa cargaison carnassière dans le bassin, contemplant avec un ricanement de psychopathe les abrutis d'athlètes beuglés de souffrance. Ses géniteurs, Morticia et Gomez, décrètent qu'ils ne peuvent plus endurer ses pulsions sanguinaires. Ils statuent que l'unique solution est de la bannir à l'Académie Nevermore, un pensionnat glorifié pour parias du surnaturel. Le fait que ses parents soient d'éminents anciens pensionnaires de ce cloaque ne fait qu'exacerber la nature odieuse de sa condamnation. Pendant ce temps, un promeneur arpente les bois jouxtant l'académie. Dans une péripétie d'une originalité navrante, une créature non identifiée surgit et charcute l'imbécile jusqu'à le réduire en un puzzle de viande sanguinolente. Le shérif de la ville tombe sur la carcasse du randonneur, l'alliant à une série de massacres similaires. Il pointe instantanément un doigt accusateur sur Nevermore, car de toute évidence, l'établissement pour créatures est l'épicentre de toute la sauvagerie du coin. Cette débauche d'hémoglobine sert de toile de fond macabre à l'initiation parfaitement lugubre de Mercredi. À son arrivée, Mercredi est reçu par la directrice Lissa Weems, qui fut la colocataire de sa mère durant leurs études. Weems refile à Mercredi la même pio que sa mère occupait jadis. À l'intérieur, elle est condamnée à cohabiter avec sa nouvelle colocataire, Enid, une louve-garou qui exude un foutu kaléidoscope écœurant de positivisme à vomir. Leur espace de vie se transforme immédiatement en un champ de bataille esthétique, la palette criarde d'Enid insultant l'élégance monochrome de Mercredi. Enid, d'une naïveté consternante, se livre à un étalage d'informations non désirées sur la stratification sociale pitoyable de l'école. Elle détaille les 4 principales cliques et leurs sobriquets. Les vampires sont les crocs, les loups-garous les fourrures, les gorgones les pétrifiés et les sirènes les écailles. Enid identifie la souveraine en place, Bianca Barclay, une sirène dotée d'un ego plus démesuré qu'un dirigeable. Elle désigne aussi l'ex-petit ami de Bianca, Xavier Thorpe, un artiste capable d'animer ses créations. Après des adieux malaisants, la famille Adams se retire. Morticia énonce une menace à peine dissimulée, informant Mercredi que toute la foutus-mala est prête à contrecarrer la moindre velléité de fuite. Gomez, ce manipulateur de première, dépêche en douce la chose, une main désincarnée, pour fliquer sa propre progéniture. La guerre de tranchées domestiques entre Mercredi et Enid atteint son paroxysme ce soir-là lorsqu'elles scindent physiquement leur territoire avec une ligne de ruban adhésif. Le lendemain, Mercredi intègre le club d'escrime et provoque sur le champ Bianca. Mercredi, affichant son regard glacial emblématique, met la sirène au défi dans un duel sans masque ni mouche. Bianca l'emporte finalement, ce qui est une démonstration merdique que d'être la coqueluche du bahut équivaut d'une façon ou d'une autre à une maîtrise martiale supérieure. Peu après, une gargouille de pierre massive dans une commodité narrative affligeante dégringole lamentablement du toit visant directement Mercredi. Xavier la bouscule au moment opportun, l'arrachant au projectile mortel. Il explique qu'il s'acquitte d'une dette ancienne datant du jour où elle lui a sauvé la vie lors des funérailles de son aïeul. Et regagnant sa chambre, Mercredi surprend la chose en train de farfouiller dans ses affaires et est, sans surprise, ulcérée par cette perfidie. Elle maîtrise aussitôt l'apprentisse par l'intimidation, lui faisant miroiter un enfermement perpétuel dans un tiroir à moins qu'il ne lui jure une loyauté totale et exclusive. La chose, terrorisée par cet ultimatum, lui prête allégeance sur le champ et se mue en son homme de main. Mercredi est ensuite contrainte à sa première séance de thérapie imposée par la justice dans la bourgade adjacente et pitoyable de Jericho. Elle supporte le charabia psychanalytique de la thérapeute pendant moins de 5 minutes avant de se tirer par une foutue fenêtre avec l'aisance d'une récidiviste. Sa cavale l'amène à un troquet du coin où elle croise la route de Tyler, le fils du shérif qui officie comme barista. Après qu'elle a remis en état sa machine à café déglinguée, Tyler lui offre de la déposer à la gare. Pendant qu'elle patiente, un trio de ploucs locaux fait la bévue de tenter de l'importuner. Elle réplique en leur administrant une correction brutale et mémorable, les neutralisant grâce à une maîtrise stupéfiante des arts martiaux. À cet instant, le paternel de Tyler, le shérif, déboule et affiche son dédain manifeste pour la famille Adams. Durant le sinistre trajet du retour à l'école, elle subit une nouvelle convulsion psychique en passant devant un accident de voiture, anticipant le trépas imminent du conducteur.
Ce soir-là, elle s'abandonne à une séance de pure mélancolie gothique, grattant sinistrement de son violoncelle sur le balcon. Enid viole son isolement pour pleurnicher sur son inaptitude à achever sa lycanthropie, une crise existentielle dont Mercredi n'a strictement rien à carrer. Une fulgurance inattendue concernant un autre élève, un marginal nommé Rowan, lui percute l'esprit et la contraint à le pister. Elle le file jusqu'au cœur de la forêt alors que la nuit tombe. Sans grande surprise, Rowan la piège, la plaquant contre un arbre avec ses saloperies de pouvoir télékinetics. Et se lance alors dans une diatribe d'aliénés, révélant que sa mère avait prophétisé que Mercredi serait la garce qui signerait l'apocalypse de Nevermore. Il est persuadé qu'il doit l'éliminer pour sauvegarder le futur de l'Académie. Alors qu'il est sur le point de l'exécuter, une créature colossale et effroyable surgit, faisant capoter sa tentative de meurtre. Ces nouveaux monstres métamorphosent alors Rowan en un grand guignol sanglant avant de se fondre dans l'obscurité. Plus tard, Mercredi se sert d'un globe de cristal pour joindre ses géniteurs, non pour quémander du réconfort, mais pour jubiler du chaos sublime qui se déploie autour d'elle. Elle les informe que son jugement premier sur cet établissement merdique était, comme à son habitude, absolument exact. Avec une résolution glaciale et ravivée, elle conclut « Je crois que je vais finir par putain de kiffer ce bled !» Le matin suivant, le shérif Galpin, sans surprise, sème une pagaille monstre en traînant Mercredi en interrogatoire simplement parce que c'est un putain de débile avec un badge. Ce Demeuret écarte son témoignage saisissant sur le monstre, le balayant comme un drame grotesque qu'elle aurait fabriqué pour attirer l'attention à peu de frais. Leur questionnaire à la con est heureusement interrompu quand un adjoint déboule en se pavanant avec Rowan, qui est, contre toute attente, toujours pas crevé, putain. Mercredi est totalement déconcertée, contrainte de se demander si elle n'est pas en pleine putain de crise psychotique. De retour à Nevermore, elle découvre sa colocataire Enid totalement surexcitée par une compétition scolaire lamentable connue sous le nom de Coupe Edgar Allan Poe. Enid nourrit une obsession maladive à l'idée de détrôner Bianca, la reine des pestes attitrées dont les larbins dominent cette régate grotesque depuis une éternité. S'y fichant éperdument de la compétition, Mercredi inspecte le croquis que Rowan lui a remis et y repère un filigrane. Elle essaie de retrouver Rowan, mais la directrice Weems lui coupe le chemin avec un bobard foireux et transparent au sujet de son expulsion. Weems lui explique alors d'un ton suffisant qu'elle est au courant des visions médiumniques de Mercredi, traçant un parallèle facile avec celle que sa mère Morticia a eue. La directrice colle Mercredi à une activité extrascolaire, après quoi celle-ci intime l'ordre à la chose de filer ce Rowan soi-disant viré. La chose, en acolyte dévoué jusqu'au bout, prend méticuleusement Rowan en filature jusqu'à la gare. Il observe Rowan se faufiler dans les chiottes pour n'en émerger que grimé en vieillard décati, une combine foireuse au possible. La chose, sans surprise, se plante monumentalement dans sa mission et perd sa cible, ignorant complètement que cette impostrice reprend plus tard sa véritable apparence, celle de la directrice Weems. Il devient alors terriblement clair que la proviseure manipulatrice est une métamorphe, orchestrant une dissimulation lamentable et foireuse pour l'assassinat bien réel et sordide de Rowan. Pendant ce temps, Mercredi se met en tête de mener l'enquête en s'inscrivant à des clubs extrascolaires implantés à proximité de la scène de crime. Elle intègre le club d'apiculture avec un type nommé Eugene, vu que c'était la seule option encore vacante. Elle refile ses corvettes club à Enid pour pouvoir retourner dans les bois et continuer ses investigations. En passant le secteur au peigne fin, elle déniche les lunettes de Rowan, ce qui déclenche une autre de ses putains de visions torturantes. Cette vision lui montre un curieux bouquin violet et un retour en arrière où Rowan s'engueule avec cet enfoiré suffisant de Xavier. Mercredi retrouve la piste du bouquin jusqu'à la serre où la prof de botanique, Madame Thornhill, lui glisse un mot sur une confrérie secrète nommée les Belladones. Elle s'introduit alors dans la chambre délaissée de Rowan pour dénicher d'autres indices, se planquant sous le plumard pour éviter d'être repérée. Bianca débarque et entame une engueulade suraiguë avec Zachier, livrant involontairement des renseignements de valeur à Mercredi. Le lendemain se déroule la stupide coupe-peau où le coéquipier d'Enid est victime d'un incident au pain à l'ail singulièrement opportun, soit le prétexte le plus foireux jamais pondu. Saisissant l'opportunité rêvée de démolir publiquement l'ego de Bianca, Mercredi intègre l'équipage d'Enid, les Chats Noirs. Sans surprise, la clique de susbottes de Bianca se lance dans ses putains de manigances coutumières en bousillant les autres embarcations, prouvant qu'ils ne sont qu'une bande d'imposteurs sans scrupules. Épaulée par la chose, Mercredi et Enid répliquent par une rafale de contre-attaque. Elle capture un triton dans un filet et Enid se sert de ses griffes de lycanthrope pour éventrer une embarcation concurrente. Mercredi achève cette mascarade en coulant l'esquive de Bianca d'un tir de harpon bien placé, s'octroyant un triomphe éclatant et totalement justifié.
Plus tard, elle fait face à la statue d'Edgar Allan Poe et déchiffre systématiquement une série de devinettes insignifiantes, comme si elle progressait dans un jeu de réflexion fauchée. Elle fait claquer ses doigts à 2 reprises, ce qui déverrouille un passage dérobé menant à une salle dissimulée. À l'intérieur, elle tombe sur le fameux bouquin violet, mais avant qu'elle puisse l'examiner, un enfoiré la piège, lui balance un sac sur la tronche et la kidnappe. Lorsqu'on lui ôte le sac, elle se retrouve entourée de Bianca, Xavier et d'autres branleurs prétentieux qui se font appeler les Belladone, une invitation qu'elle décline à juste titre avant de se barrer de là sans la moindre putain de difficulté. De toute évidence, Mercredi hérite de la corvée la plus avilissante qui soit, accorder son violoncelle à la fanfare du lycée de Jericho qui déblatère un vacarme de putain de chaudronnerie. Pendant ce temps, le shérif Galpin endosse son costume de dévot local, régurgitant ses préjugés nauséabonds sur les marginaux devant le maire Walker, dont l'incompétence est proprement affligeante. Mercredi, en virtuose de la manipulation, baratine la naïve Enid avec ses balivernes pour intervertir leurs affectations de bénévolat dans le but d'exhumer les turpitudes du fondateur moralisateur de Jericho, Joseph Crockstone. Cette manigance la propulse, ainsi que le lamentable Eugene, dans une bonbonnière dégoulinante de mièvrerie où elle s'empresse d'asséner aux touristes la véritable histoire sordide et brute des pèlerins. Dans un autre recoin de cette mascarade, la formidable Enid parvient à séduire Ajax au milieu d'une minable écope d'antiquité, prenant enfin son courage à 2 mains pour inviter ce tas de muscles au cerveau lent à un rencard. Cette accalmie de courte durée est sans surprise pulvérisée lorsque le morveux du maire Walker, Lucas et sa bande de crétins décident de pourrir intégralement l'après-midi d'Eugène. Mercredi, n'acceptant pas la moindre de leurs inepties, intervient avec une froideur chirurgicale et inflige une humiliation publique à l'un des abrutis au pilori. Elle pénètre dans le musée de la maison de réunion fortifiée où elle tombe sur le portrait de la jeune femme blonde de ses visions, agrippant un bouquin énigmatique. Le livre en question, comme on pouvait s'y attendre, s'avère n'être rien d'autre qu'une putain de fausse piste alléchante qui ne mène absolument nulle part. En quête d'une piste, elle cuisine Tyler au sujet de la maison de réunion d'origine et il lui apprend qu'il n'en reste qu'une carcasse délabrée au fond des bois. Elle et la chose dénichent cette satanée bicoque en décomposition et au simple contact de la porte, Mercredi est frappé de plein fouet par une vision dévastatrice. La voilà catapultée 4 siècles en arrière, contrainte d'assister à la sentence de son aïeul, la formidable Goody Adams, taxée de sorcellerie par le despote Joseph Crockstone. Cet enfoiré de dévot enferme alors la mère de Goody et d'autres proscrits dans une grange, avant de carboniser l'édifice tout entier sans le moindre scrupule. Par un tour de force inespéré, la tenace Goody Adams réussit à s'extirper de cette putain de fournaise censée l'anéantir. Tandis que Mercredi est brutalement ramenée au présent, elle distingue la même bestiole qui a liquidé Rowan, dissimulée dans la pénombre. Elle se lance à la poursuite du monstre et constate que ses traces se métamorphosent en empreintes de pas humains. C'est à ce moment exact qu'elle pige que l'assassin n'est pas une bête féroce, mais bien une ignoble ordure à figure humaine. Elle tombe alors sur Xavier qui, dans un élan de lucidité proprement sidérant, daigne enfin se sortir les doigts du cul et admet qu'il commence à la croire au sujet de Rowan. Le jour suivant se tient l'ignoble cérémonie de masturbation collective de la ville pour l'inauguration d'une nouvelle statue à la gloire de ce psychopathe génocidaire, Crockstone. Avec le concours de la chose, Mercredi asperge généreusement la fontaine de la cérémonie avec de l'essence. À l'instant même où la détestable statue est révélée, la chose embrase le monument dans son intégralité, le consumant dans un splendide enfer de flammes. Alors que la population lamentable reflue terrorisée, Mercredi poursuit son récital au violoncelle, un rictus sardonique et purement maléfique se peignant sur son visage. Plus tard, la directrice Wims vient lui chercher des noises, mais Mercredi lui crache à la figure la cruelle vérité sur sa lamentable complicité dans la réécriture du passé sanglant de Jericho. Cette entière performance plonge la directrice Wims dans une fureur sans nom. Plus tard dans la soirée, le monstre refait surface près des décombres de la maison de réunion et liquide un vagabond. L'appareil photo du malheureux réussit à immortaliser l'assaut en une série de clichés. Pour couronner cette journée de merde, le débile d'Ajax accomplit la prouesse de se pétrifier lamentablement avant son rencard, laissant la sublime Enid absolument dévastée par son imbécilité crasse. Mercredi et son acolyte désincarné et terrifiant, la chose, joue les pilleuses de tombes jusqu'au bout en s'invitant à la mort du légiste de Jericho pour une session nocturne de charcutage de Maccabée. La petite goule s'adonne alors à sa propre autopsie clandestine sur le cadavre du vagabond, pariant à juste titre que les forces de l'ordre locales ne sont qu'une bande d'incapables bons qu'à s'enfiler des beignets. Pendant que Mercredi a le bras plongé jusqu'au coude dans la cage thoracique d'un cadavre, la chose s'improvise pickpocket, dérobant les dossiers d'investigation de toutes les autres proies écharpées par la créature.
Il ne faut pas longtemps à mercredi pour conclure que l'assassin prélève méticuleusement une partie du corps de chaque victime en guise de trophée. Le jour suivant, le branleur d'artistes et tourmenté de l'académie, Xavier, prend son courage à deux mains pour convier mercredi au bal du Ravnen, une initiative d'une connerie absolument colossale. Sans étonner personne, elle le rembarre fermement, lui et ses avances insistantes, car un danger se profile et elle n'a aucune patience pour de tels comportements insistants. Plus tard, elle s'introduit par réfraction dans son atelier et y déniche une multitude de dessins qui représentent la créature avec une exactitude clinique. Alors qu'elle essaye de se carapater discrètement, Xavier la surprend, l'obligeant à camoufler son intrusion en conviant impulsivement ce pauvre crétin au bal, une proposition qu'il gobe comme le pigeon en manque qu'il est. Mercredi file alors directement au bureau du shérif Galpin avec les esquisses de Xavier, cherchant en gros à lui mettre bien profond en le faisant alpaguer sur la seule foi de ses gribouillages artistiques plus que minables. Le shérif, qui n'a pas totalement de la merde en guise de cerveau, concède la ressemblance mais exige qu'elle fournisse pour une fois de véritables preuves matérielles. Entre-temps, Lucas Walker propose à Enid de l'accompagner au bal et elle accepte son offre. Peu après, Tyler le barista déballe ses sentiments soporifiques à mercredi et la convie au bal, uniquement pour se faire éconduire comme une merde et passer pour un minable quand elle lui lâche qu'elle y va déjà avec Xavier. Mercredi intime à Eugène de faire l'impasse sur le bal afin de l'assister dans son investigation d'une caverne qu'elle a décelée dans les croquis Xavier. Dans ce véritable repère de tortionnaires, ils mettent au jour des chaînes en fer scellées au mur et une authentique griffe de la bête, ce qui constitue une putain de pile de preuves irréfutable. Mercredi retourne à l'atelier de Xavier pour dénicher un échantillon d'ADN correspondant à la griffe et met la main sur un tissu souillé de sang. Xavier la surprend une fois de plus et finit par déballer son histoire, lui expliquant avec rage que la créature hante ses nuits et l'a physiquement attaquée, d'où les estaphylates qui zèbrent son cou. Après que Xavier l'a foutu dehors, la chose expédie une invitation au bal à Tyler, agrémentée de la signature falsifiée de mercredi. Tyler, en parfait larbin, déboule devant son dortoir avec une magnifique robe noire qu'il lui a offerte et mercredi tire profit de ce connard et de la situation jusqu'à la moelle, puis uniquement pour son propre bénéfice. Elle se torche le cul sans le moindre scrupule avec sa promesse à Eugène, laissant ce pauvre gosse enquêter en solitaire sur l'antre d'une créature pendant qu'elle se rend à une sauterie. Au bal du Raven, mercredi monopolise instantanément l'attention générale en se lançant dans sa danse gothique désormais iconique, démontrant que son niveau d'empathie est bloqué en permanence sur zéro absolu. Pendant que mercredi se déhanche, Eugene, qui se trouve dans la forêt, aperçoit une silhouette en bottes rouges utiliser un dispositif incendiaire pour foutre le feu à l'antre du monstre. Alors que Eugene tente de décamper, la silhouette non identifiée se met à le pourchasser à travers les bois. De retour au bal, la fête part en couille de façon totalement prévisible à cause de la bande de Lucas, qui orchestre un hommage lamentable à Carrie en aspergeant la salle entière de peinture rouge via les gicleurs d'incendie. Cette soudaine pluie écarlate provoque l'une des visions psychiques de mercredi dans laquelle elle voit Eugene se faire écharper sauvagement par la créature. Elle se casse de la piste de danse sans un mot d'explication, détalant à toutes jambes dans la forêt pour finalement trouver Eugene dans un putain d'état pitoyable, étendu par terre et se vidant de son sang. Peu après, Madame Thornhill débarque sur les lieux, feignant un air de stupeur totale devant la scène. Pendant une séance de thérapie familiale d'une vacuité prévisible, mercredi ne marche pas ses mots et crucifie ses géniteurs avec la vérité en les accusant d'avoir refroidi une antiquité oubliée du nom de Garrett Gates. Naturellement, il se dérobe comme des putains de couards pour éluder le sujet, ce qui ne sert qu'à exaspérer mercredi et la motiver à mener sa propre investigation implacable. Cette investigation l'amène sans détour dans un cimetière où, comme il fallait s'y attendre, elle surprend Morticia en train de placer une unique rose sur la sépulture de ce fameux Garrett Gates. Simultanément, le shérif Galpin reçoit l'information ô combien opportune que le coroner, un certain docteur Anwar, aurait prétendument mis fin à ses jours. Ce coroner, décédé au moment le plus opportun, a aussi laissé une note qui vient semer une merde noire dans le récit avec des confessions bidants sur la falsification de documents dans l'affaire Gates 30 ans auparavant. Arborant ses aveux fallacieux à peine croyables, le shérif part jusqu'à Nevermore pour coffrer Gomez dans ce qui ressemble à une exhibition publique absolument pitoyable. Derrière les barreaux, Gomez finit par déballer sa version merdique et tronquée des faits, présentant Garrett Gates comme un désaxé monomaniaque qui harcelait Morticia. Gomez soutient que c'est Garrett qui a initié les hostilités et que, dans la confusion qui s'est ensuivie, il s'est malencontreusement empalé sur l'épée de Gomez. Mercredi gobe les contours de ce récit lamentable, mais flaire, avec sa sagacité habituelle, que ce connard de baratineur se couvre le cul sur un élément capital. Elle met Shérif face à ses suspicions manifestes concernant le décès du coroner et sans surprise, il écarte son hypothèse d'un revers de main avec une condescendance absolue.
Au cœur de la bibliothèque clandestine des Nightshades, Mercredi et Morticia partagent un de ces instants fugaces de connexion mère-fille. C'est là que Morticia finit par lâcher le morceau, avouant à Mercredi que c'est elle et non Gomez qui a porté le coup de grâce à Gareth Gates. Elle explique que ce forcené les a agressés et que, dans un geste de pure légitime défense, elle l'a légitimement transpercé comme une sous-merde avec la propre lame qui l'avait amené. Gomez, dans son rôle de martyr aimant mais décérébré, a agi comme un putain de pigeon en endossant la responsabilité pour protéger celle qu'il aime d'une accusation de meurtre. Morticia se remémore alors un détail crucial, à savoir que Gareth écumait de la bouche, ce qui conduit Mercredi à conclure qu'il a été empoisonné à la belladone. S'ensuit l'activité familiale la plus banale qui soit chez les Adams, mère et fille exhumant la tombe de Gareth en quête de preuves. Leur labeur permet de mettre au jour un doigt sectionné à la tente bleutée, et la conséquence immédiate de leur virée nocturne est de les voir atterrir toutes les deux en cellule. Confiné dans sa geôle, Mercredi est frappé par un putain de Deus Ex Machina sous la forme d'une vision médiumnique qui élucide toute cette pathétique conspiration. Sa vision révèle que le père abject de Gareth avait envoyé sa progéniture pour ruiner le bal de l'école avec une fiole de belladone. Durant son agression lamentablement foirée, le flacon s'est brisé dans la poche de Gareth, signifiant que cet imbécile a réussi à s'empoisonner lui-même comme un gros con au lieu de ses cibles prévues. Aussitôt libérées, elles ne perdent pas un instant et vont se farcir le maire Walker, ce même pleutre dépourvu de colonne vertébrale qui officiait comme shérif à l'époque. Le maire confesse avoir étouffé la tentative d'empoisonnement pour préserver la réputation insignifiante de la ville, mais surtout parce que le père richissime et bigot de Gareth le tenait par les couilles avec son pognon. Morticia, démontrant une pointe de fer, manipule le maire pour qu'il relâche Gomez et formule des excuses publiques et rampantes pour son fiasco monumental. Tandis qu'une énigme trouve sa conclusion, Mercredi prend à partie la directrice Wim sur sa nature de métamorphe ayant camouflé le meurtre de Rowan, un face-à-face brutalement stoppé par un message incandescent sur la pelouse proclamant « Le feu s'abattra ». Mercredi se complaît dans une nécromancie grand-guignolesque foirée, tentant de conjurer son ancêtre défunte Goody Adams pour une énième prédiction sibylline de merde. Évidemment, sa clique d'amis dégoulinant de niaiseries déboule pour gerber son allégresse sur ce rituel impeccablement sinistre, avec une faille d'anniversaire surprise proprement lamentable. Leur bévue collective les conduit à monter cette pitoyable parodie de sauterie dans la crypte de Crackstone, une illustration proprement spectaculaire de nullité stratégique. Elle effleure un hôtel, ce qui provoque instantanément une vision psychique. La silhouette diaphane de Goody prend forme pour proclamer le retour important de ce connard de puritain, Joseph Crackston. Le spectre lui apprend que Mercredi doit dénicher le lieu de sa vision, mais ne fournit aucune piste concrète pour le repérer. Le jour suivant, Mercredi esquisse les portails de sa vision pour entamer son investigation. Simultanément, les investigations du maire Walker dévoilent que la sœur de Gareth Gates, Laurel, s'est volatilisée suite à une prétendue noyade dont le cadavre reste introuvable. Il obtient peu après un tuyau à propos de lueurs et d'une agitation suspecte dans la propriété délaissée de la famille Gates. Mercredi exhibe son gribouillage de débutante à Xavier, l'artiste torturé qui le reconnaît sur le champ comme le manoir des Gates parce que la facilité scénaristique en a décidé ainsi point barre. Elle pénètre dans la demeure en ruine pour investiguer et surprend le maire Walker, déjà sur place en pleine perquisition. Au lieu d'agir en personne sensée, elle s'adonne à une filature grotesque et se tortille pour se fourrer dans le coffre de sa bagnole. Le maire se dirige vers un café pour y retrouver le shérif, mais une Cadillac bleue surgie de putain de nulle part vient le percuter sauvagement au milieu de la chaussée. Tandis que le maire est emmené aux urgences, la directrice Wim se supprime enfin les autorisations de sortie de Mercredi, véritable calamité sur pattes. Indifférente, le matin suivant, elle embobine le pauvre Tyler d'une crédulité affligeante pour lui arracher un faux rancor, se torchant allègrement avec ses sentiments comme prétexte éhonté pour continuer son délire. Elle pulvérise ensuite la confiance du garçon en l'entraînant, lui et la fidèle Enid, dans son sillage jusqu'à ce foutu manoir malfamé des Gates. Dedans, il découvre la Cadillac bleue qui renversait le maire, confirmant ainsi que l'événement était bel et bien une agression préméditée. Ils exhumaient également un hôtel de faillots planqué, consacré à ce bigot sermonneur de Joseph Crackstone, ce qui fait grimper le curseur du sordide d'un cran. Ils se dispersent stupidement, tels des demeurés dans un slasher de seconde zone, et l'astucieuse Enid déniche une chambre manifestement toujours occupée. Mercredi met la main sur une boîte à musique ornée des initiales LG, un indice d'une facilité déconcertante qui désigne sans équivoque une Laurel Gates bien vivante. Soudain, Tyler glapit comme une pucelle effarouchée à l'instant où le vrai monstre apparaît, obligeant les filles, nettement plus capées, à décamper vers la cave. Au sous-sol, dans la pénombre étouffante, elle tombe sur un putain d'assortiment macabre de membres découpés appartenant aux précédentes proies de la créature.
Une fois sortie de la bâtisse, elle retrouve Tyler en vie, mais arborant des griffures suspectes sur le torse. Un shérif galpin écumant de rage les débusque et défend à raison à mercredi de venir à nouveau semer la merde dans l'existence de son fils, une résolution dans l'intérêt supérieur de tous. Lorsque les forces de l'ordre réinvestissent le manoir des Gates, elles constatent que l'endroit a été méticuleusement nettoyé de tout indice. De retour à Nevermore, une Enid légitimement à bout de nerfs boucle finalement ses bagages et se casse, ayant atteint le seuil de tolérance face à l'attitude de connasse toxique et nombriliste de mercredi. Alors que la ville entière s'avachit dans une mascarade affligeante en l'honneur du maire Walker, mercredi, elle, en a rien à carrer de cette comédie et distingue une forme furtive qui traîne dans les bois. Elle se lance à la poursuite de cette apparition suspecte pour finalement tomber sur son oncle fétide, un désastre sur pattes qui semble fraîchement exhumé d'un charnier. Plutôt que de lui dénicher un asile décent, elle le parque, sans surprise, dans le rucher de Eugene, car la logique des Addams relève d'un putain de merdier incohérent. Fétide, fort de son habituel savoir-faire macabre, identifie sur le champ le monstre comme un Hyde, une créature asservie dont un sinistre marionnettiste a complètement niqué la cervelle pour lui donner vie. Il souligne que le phénomène du Hyde repose sur une relation de domination absolue instaurée au moyen d'un formatage mental. Afin d'étayer son hypothèse, il l'aiguille sur la piste du journal de Nathaniel Faulkner, planqué dans un coffre-fort dissimulé au sein de l'académie. Le soir venu, mercredi s'assied sur le règlement et force l'entrée de la bibliothèque des Nightshades, car la patience est une vertu pour les tocards. Fatalement, elle se heurte à Xavier, cet avorton torturé et ténébreux qui n'a visiblement pas d'autre occupation que de squatter les zones d'ombre. Dès que le peintre maudit a enfin daigné dégager, elle et Fétide défoncent le coffre-fort et s'emparent du journal. Le manuscrit atteste quand Hyde se transforme en sbire servile pour le salopard qu'il a libéré, une percée intellectuelle absolument foudroyante. Sur ces entrefaites, Mademoiselle Thornhill déboule pour annoncer qu'Enid, pétrie de trouille, a formellement sollicité un changement de chambre. Les jours suivants, mercredi et Fétide reprennent leur manège d'enquêteurs, se mettant en piste Xavier tel un duo de pervers dépravés. Ils le surprennent dans les bois au milieu d'un rendez-vous avec sa psy, la Dr Kinbot, ce qui incite mercredi à bâtir sur le champ une hypothèse. Elle parvient à la conclusion totalement farfelue que la Dr Kinbot est le maître du Hyde et qu'elle conditionne mentalement Xavier depuis le départ. Faisant preuve d'une témérité absolue, elle file au café pour régurgiter ses élucubrations à Tyler, qui avale tout sans broncher tel un toutou docile. Plus tard, contre toute attente, elle consent à un rendez-vous avec Tyler et choisit la crypte de Crackstone parce que sa boussole sentimentale est totalement flinguée. Tandis que le duo s'adonne à son rituel de séduction funèbre, un intrus fout un putain de chantier dans sa chambre et lui subtilise le précieux journal. Pour parachever ce fiasco total, il découvre la fidèle chose, lardée de coups de couteau et épinglée au mur comme une merde, marquant un nouveau palier dans la dépravation. Mercredi récupère l'appendice à l'agonie et le trimballe en urgence jusqu'à Fétide, qui parvient par un miracle obscur à le ranimer grâce à ses foutues expérimentations voltaïques. Elle fait ensuite irruption dans le bureau de la directrice Wims, contraignant cette femme à enfin cracher le morceau. Les Ids ont été bannis de Nevermore il y a des lustres car c'était d'immondes créatures de chi ingérables. Bianca et Lucas apportent un élément crucial, dévoilant que la propriété des Gates a été acquise par une femme dont le concierge porte un nom qui est une anagramme de Laurel Gates. Persuadée d'incarner le pinacle du génie déductif, mercredi interpelle la Dr Kinbot et accuse cette pauvre femme d'être Laurel Gates, la fameuse disparue. La thérapeute, de manière tout à fait compréhensible, est totalement abasourdie et tandis qu'elle tente de hurler à l'aide, le Hyde jaillit des ombres et la charcute dans un déchaînement de violence graphique. Mercredi met la main sur ce qui s'apparente à des indices montés de toutes pièces dans l'atelier Xavier, ce qui conduit le shérif à procéder subséquemment à son arrestation. Suite à l'incarcération de Xavier, Enid réintègre leur chambre, donnant lieu à un semblant de réconciliation entre les deux colocataires. Mercredi célèbre l'occasion en allant voir Tyler et au moment de leur baiser soi-disant fatidique, elle se mange une putain de vision en pleine face qui le révèle comme le véritable Hyde, le corps badigeonné du sang de la Dr Kinbot. Mercredi, dans un accès de fureur vertueuse, conclut que la seule étape logique est de kidnapper Tyler et de le traîner de force dans la forêt. Elle rassemble ensuite sa pathétique bande de bras cassés des belladonnes, croyant dans son délire que leur incompétence collective représente une menace crédible. Flanquée de ses alliés temporaires et absolument pas fiables, elle identifie correctement ce monstre à double visage comme étant le Hyde. Comme on pouvait s'y attendre, Tyler joue l'ange innocent, crachant des démentis avec une tronche qui supplie littéralement de se prendre un poing dans la gueule. N'ayant aucune patience à revendre, mercredi revient à sa technique favorite qui consiste à obtenir des aveux du mentor par la torture. Ses soi-disant amis, prouvant qu'ils ont collectivement autant de courage qu'un flanc, la lâchent comme des merdes, la laissant se débrouiller seule dans ce pétrin.
Avant que la situation ne puisse être résolue, le shérif Galpan et ses adjoints débarquent sur les lieux. On découvre que la directrice Weems, dans une démonstration stupéfiante de trahison pure et simple, a balancé Mercredi pour avoir résolu ces putains de meurtres. Au poste, Tyler demande une conversation privée avec Mercredi, créant ainsi une occasion pour lui de révéler sa véritable nature. Instantanément, cet enculé de psychopathe laisse tomber son numéro de victime pleurnicharde et avoue chaque détail macabre sans exception. La créature pathétique la nargue ensuite, se vantant de ses meurtres et proférant des menaces qui ne valent pas un clou. Conséquence directe de ce putain de merdier, la directrice Weems renvoie Mercredi de l'école, punissant la seule personne assez intelligente pour résoudre l'affaire. Mercredi partage des adieux étonnamment pas foirés avec Enid, un rare moment d'humanité qui prouve qu'elles sont de véritables potes prêtes à crever l'une pour l'autre. Elle rend ensuite visite à Eugène, qui s'est réveillé à l'hôpital après avoir été attaqué par le monstre. Eugene révèle un détail crucial que personne d'autre n'avait découvert, il a vu une personne avec des bottes rouges détruire la grotte. La dernière pièce de ce putain de puzzle mental se met en place et Mercredi identifie l'inoffensive mademoiselle Thornhill comme étant la véritable coupable. Mercredi retourne à Nevermore en fulminant, confronte cette salope manipulatrice dans sa propre serre et révèle au grand jour qu'elle est Laurel Gates. La façade mielleuse de Laurel s'évapore instantanément lorsque Tyler apparaît pour confirmer qu'il n'est rien de plus que sa petite marionnette meurtrière au cerveau complètement baisé. Cependant, dans un rebondissement génial, un vrai va te faire foutre, le personnage se révèle être la directrice Weems, qui s'était magistralement métamorphosée en Tyler. Bien que la manœuvre ait été incroyablement courageuse, Laurel, une fois acculée, fait un coup de pute d'une violence extrême, assassinant Weems avec une injection fatale de belladone. La méchante psychotique assomme ensuite Mercredi avant même qu'elle ne puisse réaliser que Weems vient de sacrifier sa vie pour elle. Mercredi se réveille, sans surprise, enchaîné dans la crypte de Crackstone comme si c'était un putain de mardi ordinaire. Laurel Gates se lance alors dans un monologue détaillant son complot complexe pour ressusciter son ancêtre. Elle révèle que tout son plan complètement foireux repose sur l'utilisation de parties de corps profanées des victimes du Hyde et du propre sang de Mercredi. Après lui avoir ouvert la main d'un coup de lame, le vieil apôtre de la haine, Crackstone, est réanimé, ressemblant en tout point au démon cadavre croustillant qu'il est. Son premier acte est de planter sa lame dans le ventre de la fille enchaînée comme un lâche de merde fini et de la laisser pour morte, impatient d'anéantir l'école des marginaux. Alors que Mercredi est à l'agonie, l'esprit de son ancêtre, Goody Adams, se matérialise pour guérir ses blessures et révéler la seule faiblesse de Crackstone. Quand Mercredi affronte Crackstone, Tyler l'attaque sous sa forme de Hyde, mais Enid se transforme en loup-garou pour défendre son ami. Pendant qu'Enid est occupée à défoncer la sale gueule du Hyde, Bianca poignarde opportunément Crackstone dans le dos, créant une ouverture vitale pour Mercredi. Mercredi lui enfonce alors un fragment d'épée en plein dans son cœur noir, réduisant ce tyran d'un autre temps en un nuage de poussière. Après la bataille principale, Laurel tente un dernier geste désespéré avec une arme à feu, mais rapidement neutralisé par Eugene et ses abeilles. L'épisode se termine avec Mercredi recevant un téléphone, un texto de menace anonyme et un dernier plan révélant Tyler se transformant à nouveau en Hyde.